Donc, moi, je travaille en topologie de basse dimension. J'étudie essentiellement la topologie des variétés de dimension 3 et 4 et les nœuds dans les variétés de dimension 3 ou les surfaces nouées dans les variétés de dimension 4. Donc là, je vais vous raconter, je vais essayer d'énoncer un résultat, d'arriver à l'énoncé d'un résultat, donc vous raconter brièvement en fait un invariant de nœuds. Donc, je vais essayer de rester assez élémentaire. Bien sûr, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez m'interrompre. Donc, qu'est-ce que c'est en fait que la théorie des nœuds? En théorie des nœuds, on étudie donc, des objets qui sont donc un nœud. C'est quelque chose qui vit dans l'espace à 3 dimensions, qui est essentiellement un plongement d'un cercle. C'est-à-dire, vraiment, l'idée, c'est on prend une ficelle, on fait un nœud et on colle les deux bouts. Ça nous donne un nœud qu'on va dessiner de cette façon. Ou bien encore comme ça. Donc on peut dessiner tout un tas d'exemples de nœuds. Le nœud le plus simple, c'est ce qu'on appelle le nœud trivial, qui n'est tout simplement pas noué. Alors les nœuds, on les considère à déformation continue près. Donc l'idée, c'est que la ficelle, on peut la tricoter dans tous les sens. Simplement, on n'a pas le droit d'utiliser des petits nœuds et de la colle. Donc on va avoir des petites modifications. On a par exemple ajouté une boucle comme ça qui ne modifie pas notre nœud. On peut faire des isotopies, on peut modifier un peu le nœud comme ça. Donc on les regarde à déformation continue près. Alors une chose qu'on aime bien regarder, c'est quelles peuvent être les surfaces bordées par les nœuds. Alors typiquement, le seul nœud qui va border un disque plongé dans un espace à 3 dimensions, c'est le nœud trivial. Donc les autres nœuds vont aussi border des surfaces, mais si on veut leur faire border des disques, on va être obligé d'accepter des auto-intersections. Donc typiquement, ce nœud-là, en général le nœud de trèfle, on peut imaginer là, lui faire border sur cette partie-là une première partie de disque, et puis là, je vais venir coller un petit bout de ruban, une autre couleur, un petit bout de ruban par une bande en fait qui va faire un demi-tour, et puis je vais continuer mon disque dessus, mais pour qu'il soit bien bordé par mon nœud, il va devoir rencontrer la première partie du disque. Et si j'ai ici la fin de mon disque, je vais avoir une auto-intersection qui va apparaître ici. Je ne sais pas si le dessin est très clair, mais donc on a un morceau de disque, on le tire, on lui fait faire un demi-tour, et on vient le construire avec lui-même. Et du coup, on a une auto-intersection. Donc si je dessine localement ce type d'auto-intersection, ça ressemble à ça. Donc on a un morceau de surface qui arrive comme ça, un autre morceau de surface comme ça. En fait, les deux morceaux de surface et la fin, ça de conférence. Ouais. Tu peux peut-être couper toi-même le micro. Donc ici, l'auto-intersection. Marie-Thérèse. Donc là, cette configuration, c'est ce qu'on appelle un classe. Et il y a une autre configuration possible, c'est d'avoir un morceau de la surface, disons comme ça, horizontale, et une bande qui vient la rencontrer. Donc là, sur ce dessin-là, l'auto-intersection, elle apparaît ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle un ruban. Donc, ce qui fait toute la différence entre le classe et le ruban, c'est qu'on peut voir dans le cas du ruban que la singularité, pour une feuille de ma surface, elle est complètement contenue dans l'intérieur. Tandis que pour l'autre feuille, elle va du bord au bord. Tandis qu'au niveau du classe, si je regarde sur une feuille, la singularité, elle va d'un point de l'intérieur au bord. Et même chose pour l'autre feuille. Donc c'est ça qui fait la grosse différence. Et alors autant le dire tout de suite, les classes, on n'aime pas ça. On préfère clairement les rubans. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, je vais déjà donner une définition. Donc on appelle, du coup on dit qu'un nœud est ruban. Si il borde un disque,
Donc si K est le bord d'un disque, donc OD est un disque immergé dans R3, dont les singularités sont des rubans, uniquement des rubans. Donc, j'ai dessiné un exemple d'un tel disque. En fait, ce que je vais dessiner, c'est directement le disque ruban. Et donc, on va me donner un exemple de nœud ruban. Donc, voilà un nœud. Et ce nœud, on voit qu'il borde en fait une surface qui est faite en prenant d'abord un disque ici, un autre disque là, et en reliant ces deux disques à cette bande. Ça me donne un disque qui se rencontre lui-même en deux endroits, ici et là. Donc ces auto-intersections sont bien des auto-intersections au ruban. Donc là, on a un exemple de nœud ruban. Et maintenant, ce qui va en fait nous intéresser avec ces intersections ruban, c'est qu'on peut les pousser en dimension 4 pour désingulariser notre disque. Donc là, je vais introduire une nouvelle définition. J'ai dit au début que le nœud trivial, c'est le seul qui borde un disque plongé, c'est-à-dire sans singularité. Mais en fait, une façon d'avoir d'autres nœuds qui vont border des disques plongés, c'est de s'autoriser une dimension supplémentaire. Donc, on va définir une notion de nœud slice. Un nœud K dans R3 est slice si K est le bord d'un disque D qui est plongé dans un demi-espace R4. Alors, plongé, proprement plongé. Donc, l'idée, c'est qu'on a notre espace R3 et on le voit comme bord d'un demi-espace de dimension 4. Donc, on a notre nœud qui vit dans R3 et il borde un disque qui est plongé dans l'espace à cette dimension. Donc là, ça donne plus de possibilités. En particulier, comme exemple de nœud slice, mais on va avoir tous les nœuds rubans. Donc ça, c'est un fait classique et assez simple à voir. Que ruban implique slice. Et comment est-ce qu'on le voit? Alors, en fait, sur le dessin ici du nœud ruban, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut prendre sur la partie du disque qui contient la singularité dans son intérieur, on va prendre le voisinage de la singularité et on va pousser un peu dans la quatrième dimension. Comme sur cette zone-là, il n'y a pas de point du bord, donc du nœud lui-même, on peut pousser l'intérieur du disque sans toucher au nœud. Donc le nœud, il reste bien tel quel dans R3, mais on va pousser un peu notre disque en utilisant la quatrième dimension de façon à défaire cette singularité. Ça va nous donner un disque plongé dans R4, voire 4+, donc bordé toujours par notre nœud. Donc ça permet de dire que tous les nœuds rubans sont slice. En fait, à l'origine, si je ne dis pas de bêtises, historiquement, ces nœuds rubans, ils ont précisément été introduits pour essayer de donner une description tridimensionnelle des nœuds slice. Donc la question évidemment ici, c'est est-ce qu'on a une implication réciproque? Qu'est-ce qu'on a slice implique ruban? Alors ça, je ne vais pas vous y répondre aujourd'hui. C'est une question qui a été soulevée par Ralph Fox en 62 et à laquelle on n'a toujours pas de réponse. Donc c'est une des grandes questions ouvertes de théorie des nœuds, qui est connue en général sous le nom de conjecture Riemann-Slice. Alors, moi, ce que je vais vous raconter pour finir,
c'est ce qu'on peut obtenir. Maintenant, si, comme on ne veut toujours pas de classe sur nos nœuds, une possibilité, c'est d'introduire des points triples sur nos disques. Donc, un disque immergé dans R3, il n'a pas forcément que des lignes de points doubles, il peut aussi avoir des points triples. Un point triple, ça va être un point, on a 3 parties du disque qui se rencontrent. 2 à 2, elles forment des lignes de points doubles. Ça nous fait quelque chose comme ça. Et puis, les 3 se rencontrent en un point d'intersection triple. Et il y a un résultat d'un certain Kaplan en 79 dit que tout nœud dans R3 borde un disque immergé sur lequel il n'y a que des rubans et des points triples, donc pas de classe. Tout nœud borde un disque sans classe. Et ça a été utilisé par 2 chercheurs japonais, Murakami et Sugishita, pour définir un invariant de nœud. Alors, donc Murakami et Sugishita, en 1983, ont utilisé ça pour définir ce qu'ils ont appelé le T-genus, qui est un invariant d'un nœud K, qui est défini en comptant ses points triples. Donc ça va être le minimum de points triples sur un tel disque. Donc les nœuds slice, les nœuds rubans, pardon, vont être exactement les nœuds de ce point triple sur un tel disque. Donc les nœuds rubans vont avoir un T-genus égal à 0. Et donc plus généralement, ça nous donne un invariant pour les nœuds de S3. Alors sur cet invariant, ils ont démontré 2 choses importantes. La première, c'est que c'est une borne supérieure pour ce qu'on appelle le genre slice. Donc qu'est-ce que c'est que le genre slice? C'est un invariant de nœud qui est largement étudié. Il est défini toujours en considérant des surfaces dans l'espace à 4 dimensions. Les nœuds slice bordent des disques dans l'espace à 4 dimensions, mais un nœud quelconque borde toujours une surface compacte dans l'espace à 4 dimensions. Et le genre slice, c'est le plus petit genre d'une telle surface pour un nœud donné. C'est un invariant important de théorie des nœuds qui est donc une borne inférieure pour le T-genus. Et la deuxième chose qu'ils ont montré, c'est que ce T-genus, sa parité est donnée par un autre invariant de nœud qu'on appelle l'invariant de A. En fait, ils ont démontré quelque chose d'un peu plus fort que ça, c'est que quand on prend un nœud donné et qu'on regarde les disques immergés bordés par ce nœud, qui n'ont que des rubans, donc et des points triples, le nombre de points triples sur ces différents disques, sa parité est toujours la même. On ne peut pas ajouter artificiellement un point triple, on peut éventuellement en ajouter 2, mais la parité est fixe. C'est en fait une jolie réalisation géométrique de cet invariant de Hart, qui est un invariant à valeur dans Z sur 2n. Et donc, pour terminer, donc ça, ces 2 résultats, ça leur a permis en fait de calculer cet invariant T de K pour un certain nombre de nœuds. Pour lesquels T de K est soit égal au genre slice, soit égal au genre slice plus 1. En fait, l'idée, c'est qu'ici, on a un invariant qui est défini par un minimum. Donc, le problème, si je prends un nœud K quelconque, je vais trouver des disques immergés, bordés par K, qui n'ont que des rubans et des points triples, et je vais pouvoir compter ces points triples. Mais comment est-ce que je sais que j'ai trouvé le nombre minimum? Donc, si j'obtiens
comme nombre de points triples genre slice, je sais que je suis au minimum grâce à cette inégalité. Et si j'ai genre slice plus 1, comme je sais que la parité est fixe, c'est bon aussi. Mais après, comment démontrer que dans certains cas, la différence entre ces deux invariants peut être strictement plus grande que 1? C'est ça la question. Et donc, ça me permet d'arriver à un énoncé. Donc, ce que j'ai récemment démontré, c'est la chose suivante. La différence T2K, donc le type d'une S moins le genre slice, peut en fait être arbitrairement grand. Voilà, donc j'ai pas le temps de vous en dire plus. Mais bien sûr, si ça vous intéresse, je suis à votre disposition. Merci pour votre attention. Le genre slice, il est toujours plus petit que le genre usuel. Enfin, pour moi, usuel, c'est-à-dire dans R3. Ouais. D'accord, là, avec le genre minimal d'une surface dans R3 qui borde le nœud. Et est-ce que tu peux situer ce genre-là par rapport à GS et TK? C'est une question super naïve, hein, mais qui me semble naturelle pour une béotienne. C'est une bonne question. Alors, donc, comme tu l'as dit, le genre usuel il est plus grand que le genre slice. Est-ce qu'on peut le comparer À TK au petit c'est pas évident. C'est pas évident parce que ce qui se passe, donc quand tu as une surface comme ça immergée, quand tu as ton disque immergé dans R3, tu peux effectivement le lisser. Tu peux au niveau des auto-intersections en fait lisser ta surface, mais du coup tu ajoutes du genre. Mais déjà quand tu as une intersection ruban, pour lisser tu vas devoir ajouter du genre même si tu n'as pas de point triple. D'accord. Du coup avoir un lien avec le nombre de points triples, ça me semble pas évident. Parce que ça fait exploser le genre. Il y a déjà même 100 points triples en fait. Là dans l'exemple que j'avais dessiné là de nœud ruban, tu as deux intersections ruban, donc a priori tu vas avoir une surface de genre 2 pour ton nœud, alors que tu n'as aucun point triple. D'accord, ok, je comprends. J'ai une autre question un peu dans la mode. Est-ce que le nœud de Conway, il est ruban ou pas? Et est-ce que c'est facile de comprendre si le nœud est ruban en général? Alors, le nœud de Conway, si je ne dis pas de bêtises, ce qu'a démontré récemment Elisa Piccirillo, c'est qu'il n'est pas slice. Du coup, il n'est pas non plus ruban. Le ruban implique slice. Ah oui, oui, ok, j'ai confondu la direction. Ouais, c'est ça, ok. Et en général, c'est simple de comprendre si le nœud est ruban ou pas? Parce que... Comment on peut le savoir? Non, c'est pas forcément évident. Non. Par exemple, j'ai un exemple relativement simple, si je ne me trompe pas dans le nombre de croisements. Ce nœud-là, il est ruban. Ça ne saute pas aux yeux. Et pour le mettre dans une position ruban, il faut quand même travailler un petit peu. C'est pas immédiat. Après, il y a des invariants alors pas qui détectent le fait d'être ruban, mais par exemple, il y a un invariant qui s'appelle le polynôme d'Alexander. On sait que sur un nœud ruban, il a une forme factorisée. Donc ça donne des obstructions. Il y a des invariants qui vont donner des obstructions. Très bien. Merci beaucoup, Delphine.